Cher Jacob, qu'est-ce que je dois dire? Merci, jërëjëf ou Dankeschön. Merci beaucoup pour ce mot très sympathique à mon endroit, ça me va droit au cœur. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Monsieur le Président de la Fondation nationale des sciences politiques, Monsieur le Président de Sciences politiques Paris, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le conseiller du Président de la République du Sénégal, Monsieur le recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame la professeure Daphné Barak Erez, co-récipiendaire, Madame la professeure Jane Mansbridge, co-récipiendaire, Messieurs les doyens et directeurs d'UFR, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Notre joie est grande, notre bonheur incommensurable d'être accueillis et honorés à Sciences Po Paris. J'y compte des amis et des collègues dont j'apprécie hautement l'excellence des travaux, souvent pionniers dans l'ouverture des chemins de la pensée, mais aussi et surtout la puissance de leurs engagements en faveur d'un monde toujours plus humain. Ma fierté de recevoir cette distinction tient aussi au prestige qui s'attache à votre institution, dont le seul nom, Sciences Po, renvoie à d'illustres personnalités qui y ont fait leur classe, mais aussi à la contribution de ces chercheurs à penser le monde contemporain. Je voudrais vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance et mon engagement à toujours agir pour mériter le titre que vous allez me conférer. Vous me permettrez, en ce moment solennel, de rendre un vibrant hommage à mes maîtres, de l'élémentaire au supérieur, du Sénégal et de France, en insistant particulièrement sur ceux qui m'ont si généreusement abreuvé aux sources de la science historique, ma discipline. Je n'ai pas toujours partagé leur thèse. J'ai plus d'une fois croisé la plume avec eux. C'est tout à leur honneur que d'avoir formé un esprit qu'ils ont voulu critique. Je voudrais inclure dans cet hommage mes étudiants qui ont contribué à leur façon à mes travaux et avec qui j'ai discuté les hypothèses et les résultats au-delà des heures normales de cours et de séminaires, au détriment de ma famille et de mes amis souvent sevrés de mon attention. Qu'il me soit permis de remercier les autorités sénégalaises, le président de la République du Sénégal, son premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui ont porté leur choix sur ma personne pour servir au poste de recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette distinction que vous me décernez, je la dédie à l'œuvre collective de mes collègues, enseignants et chercheurs de l'UCAD, mes collaborateurs, les personnels administratifs, techniques et de services de l'institution et de ses étudiants. C'est à partir de ce lieu, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que j'ai conçu, élaboré et partagé avec mes collègues et étudiants la plus grande partie de ma contribution au savoir historien sur l'Afrique. Je voudrais partager une partie des réflexions qui m'ont occupé au cours de ma carrière universitaire, qui s'achève administrativement dans 2 ans, mais se poursuivra, je l'espère, tant qu'il me restera un souffle de vie et de lucidité. Ma trajectoire personnelle et ma position actuelle de recteur m'avaient amené à vouloir vous entretenir d'une question au cœur des systèmes éducatifs africains. Les 2 dernières décennies du XXe siècle sont témoins d'une progressive libéralisation des systèmes éducatifs qui a eu, entre autres conséquences, un élargissement de l'offre éducative, mais aussi une érosion certaine du rôle naguère dévolu à l'école publique, neutraliser l'impact des inégalités sociales dans le parcours scolaire. Si les élèves de ma génération, issus de milieux modestes, ont pu gravir les parois de la pyramide académique, c'est bien parce que l'école publique contribue avec force à la correction des handicaps liés à leurs origines sociales.
j'ai renoncé à ce sujet, contraint que je suis par l'irruption de l'actualité africaine dans ce qui a été au cœur de mes recherches dans les 15 dernières années. Après une dizaine d'années consacrées à l'histoire des prisons et de l'enfermement en Afrique, j'ai été littéralement happé par la question des traites esclavagistes et des esclavages en Afrique. À l'époque, jeune historien d'une innocente naïveté, je m'aventurais sur le sujet à partir d'une tentative d'analyse critique des lectures africaines des traites esclavagistes et de l'esclavage, que je prenais pour un objet de réflexion comme un autre, sans en mesurer toute la charge émotionnelle, toute la charge mémorielle et donc émotionnelle. Je soutenais que les élites politiques et marchandes africaines et leurs États n'avaient pas subi en victime amorphe la traite atlantique. J'avançais qu'ils avaient eu leur propre agenda en prenant part à la mise en œuvre du système de violence producteur des captifs exportés sur les Amériques. Il me semblait dévalorisant pour l'Afrique et contraire à la vérité historique de penser que les Européens sont venus, pour ainsi dire, rasier des captifs dans les villages sans la participation active de certains segments de la société africaine. La vente aux enchères de migrants subsahariens en Libye et les prises de position qu'elle a suscitées, suite à sa forte médiatisation, m'ont décidé à vous dire un mot sur les lectures africaines des traites esclavagistes, terrain sur lequel s'affrontent lectures mémorielles et critiques historiennes. La mise à l'écran de la vente d'êtres humains en Libye a mobilisé de nombreuses organisations de la société civile, provoqué des manifestations qui ont porté la protestation dans l'espace public. Les États africains et européens ont rapidement réagi avec annonce de mesures de rapatriement des migrants. Ici et là, on a parlé d'un retour de pratiques d'un autre âge, considéré comme révolu. Invariablement, les tentatives d'explication du phénomène situent des responsabilités à l'origine de ce qui semble avoir surpris plus d'un. Jusqu'à cette spectaculaire médiatisation, les débats sur la question relevaient plutôt des conflits mémoriels ou académiques sur des processus ressortissant d'un passé plus ou moins lointain, même si ces héritages continuent d'impacter lourdement les relations de pouvoir au sein des sociétés qui y furent impliquées. Tout naturellement, la charge émotionnelle suscitée par la médiatisation a centré le débat plus sur la recherche des responsabilités que sur l'explication et la compréhension du phénomène. Les uns ont pointé un doigt accusateur sur les politiques migratoires européennes, d'autres sur un racisme anti-noir atavique au monde arabe. Les pouvoirs publics et les États africains, subsahariens en particulier, n'ont pas été non plus épargnés. Les historiens nous ont appris que leur discipline est la meilleure des portes d'entrée pour comprendre le présent. Vous me permettrez donc d'inverser la perspective pour considérer ce qui est advenu en Libye, comme un laboratoire dans notre quête de compréhension du passé. L'unanimité semble se dessiner que nous sommes en face de pratiques d'un autre âge. En est-il réellement ainsi, ou cherchons-nous à nous voiler la face? Le président libyen est loin d'être un cas isolé. Pensons aux mines, aux plantations, aux guerres civiles grandes consommatrices de main-d'œuvre servile infantile en Afrique et ailleurs dans le monde. Pensons aux enfants soldats que met en scène Ken Saro-Wiwa dans Sosa Boy ou Amadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé. Il éclaire d'un jour nouveau les traites esclavagistes et les esclavages du passé. Bien sûr que les contextes historiques sont si radicalement différents qu'aucun historien n'aura la naïveté de croire que c'est le même trafic qui se reproduit à des siècles de distance. Dans la période saharienne comme atlantique, rien dans leur environnement socio-économique et politique n'incitait les victimes à partir ailleurs en quête d'un mieux-être. La demande des économies et sociétés consommatrices, transmise par les groupes qui initient et contrôlent le commerce de longue distance, reste le moteur du trafic. Certains segments des sociétés africaines, aristocrates, militaires et marchands, mettent en place le dispositif de coercition producteur de captifs, aiguillonné par l'accès à des produits nouveaux, conférant le prestige et les instruments de violence nécessaires à l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui,
Plus besoin d'exercer une violence directe pour capturer et conduire au comptoir les victimes du trafic. L'exclusion, la marginalité, la pression sociale exercée sur les cadres sociaux suffisent pour produire un exode massif des jeunes vers les villes africaines, européennes, nord-américaines et chinoises. Les politiques migratoires européennes, fermant l'accès à l'espace rêvé, maintiennent une masse considérable de migrants dans une zone de transit chaotique, un no man's land aux mains de milices tribales ou mafieuses. Le front méditerranéen où se réveillent les pratiques qui ont certainement à voir avec 10 siècles de trafic esclavagiste transsaharien, ayant drainé plus de 7 millions d'individus vers le Maghreb et le Moyen-Orient. Cet héritage très peu interrogé, sur lequel le silence des récits nationaux négationnistes pèse comme une chape de plomb, est loin d'être soldé. Ces questions ont été en outre rendues taboues par la nécessaire solidarité entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne lors de la période des luttes anticoloniales, imposant ou le silence ou une lecture mémorielle simpliste et réductrice que les historiens ont aujourd'hui obligation de soumettre à une radicale critique pour accompagner les mouvements abolitionnistes dont la seule existence au XXIe siècle constitue un indice assez éloquent pour ceux qui veulent écouter. Sur cette question, et sur bien d'autres, le silence n'est plus de mise. On ne se guérit pas d'un traumatisme aussi profond sans lui appliquer une thérapie lourde, capable d'éradiquer les cultures mortifères qui lui sont liées. Ce que je viens de dire sur le front méditerranéen est tout aussi valable sur la façade atlantique du continent. Au demeurant, les deux sont interconnectés depuis le XVe siècle. Le facteur incitatif du départ, le rôle des États dans l'organisation du trafic, les ressources logistiques mobilisées, le niveau de réprobation morale de ces pratiques et leur criminalisation constituent des différences notables entre les pratiques d'hier et celles d'aujourd'hui. Toutefois, il demeure des éléments permanents dont le dévoilement et l'éradication constituent les conditions premières à toute solution durable et définitive de cette question. La concentration du regard sur une maille du vaste filet qui se déploie depuis les lieux de départ, reprise par la recherche et les manuels scolaires, se focalisant sur le même lieu, réduit toute une chaîne fort complexe à un de ces maillons. Ce maillon mis en exergue a l'avantage de mobiliser immédiatement les émotions et l'indignation contre un crime abject, mais il a aussi le défaut de jeter le voile sur le système global qui pousse des millions de jeunes Africains sur les routes de l'exode, par le désert ou par l'océan, où souvent ils ont rendez-vous avec la mort et les traitements inhumains. Ceux qui survivent à cet enfer et parviennent à destination découvrent le monde des sans-papiers et de l'exil utilisé par les extrêmes droites européennes pour cueillir le vote de la peur. Monsieur le Président, chers collègues, là je m'oblige à quitter mon manteau d'historien pour revêtir l'habit du citoyen. Il nous faut pointer du doigt le système monde mis en place depuis le XVe siècle et qui a cantonné l'Afrique dans le rôle subalterne de fournisseur des ressources primaires, y compris la force de sa jeunesse, sa force vive. L'Europe en a été l'initiatrice. Depuis l'ère du mercantilisme, à l'Afrique est assigné le rôle de fournisseur de produits, le plus proche possible de leur état naturel. Une économie d'extraction s'est mise en place pour livrer, par la traite, la force de travail servile qui a permis l'exploitation des Amériques. Sur le mode du pillage, plus que de la production, les compagnies de commerce d'abord, les maisons de commerce et compagnies minières à l'époque coloniale ensuite. Et aujourd'hui, les multinationales soumettent à une surexploitation sans précédent les ressources naturelles et humaines du continent. Les lois du marché y sont, à toutes les époques, constamment neutralisées par l'intervention de forces politico-militaires qui imposent le dispositif de pouvoir le plus favorable à une rentabilité immédiate par l'exercice d'une violence suffisamment dissuasive contre les forces de contestation récurrentes du système. Dans Batouala, René Maran l'exprime dans une verve littéraire inégalable par sa crudité. Civilisation. Civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Rabindranath Tagore, le poète hindou, un jour à Tokyo,
a dit ce que tu étais. Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te meus dans le mensonge. À ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime le droit. Tu n'es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes. À toutes les époques de cette longue histoire, le système politique qui supporte cette économie d'extraction a pu compter sur certains segments des sociétés africaines comme relais de sa mise en œuvre. Des forces de résistance lui sont également opposées sans répit. À la mobilité forcée d'hier, transportant par millions des Africains parmi les plus jeunes vers les Amériques, succède aujourd'hui l'exode de millions de jeunes nourris d'illusions à l'assaut de l'Atlantique, du Sahara et de la Méditerranée. Les arbitrages des politiques publiques en Afrique dans le mode de distribution et d'accès aux ressources sur fond de culture de prédation ont également leur part de responsabilité dans ce qui peut se décrire comme un désastre social. L'absence de perspectives locales, de réalisation de leur énorme potentialité, qui se révèle dans les solutions d'ajustement qu'ils mettent en œuvre, constitue du pain béni pour tous les extrémismes, religieux et politiques, dans les pays du Sud comme dans ceux du Nord. C'est cette longue chaîne de causalité qu'il ne faut pas perdre de vue en concentrant le regard sur le transit libyen mis en spectacle par les médias. Nous sommes ici en face d'un phénomène de longue durée et il est certain qu'il ne se résoudra pas dans le temps court du politique, encore moins dans l'instantané de la caméra. Cette première balise posée, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur une question qui m'a longuement préoccupé au cours des dernières années et qui est au cœur des traites esclavagistes. Le brouillage de l'identité des acteurs qui y sont impliqués, peu importe le pôle qu'ils y occupent. Cette question est intéressante à examiner du fait d'un paradoxe apparent. Les mémoires des bénéficiaires et organisateurs du système de traite esclavagiste et celles des victimes et leurs descendants y trouvent une plage de convergence incontestable. Je vais l'examiner à partir de l'expérience de la connexion atlantique des continents africains, européens et américains entre le XVe et le XIXe siècle. La quasi-totalité des mémoires de cette séquence temporelle s'accorde sur l'identification des acteurs à partir de la couleur de leur peau, ce que j'appelle le triomphe de l'identité chromatique. Dans les circonstances historiques particulières, la construction d'une identité basée sur des critères phénotypiques rend compte d'un vécu social, politique, historiquement déterminé, répondant à un dispositif de pouvoir auquel ceux qui y ont recours ne peuvent échapper. Aimé Césaire exprime cette historicité de façon anecdotique en déclarant des protestataires canadiens blancs s'identifiant comme des nègres blancs qu'ils étaient les seuls à avoir bien compris la négritude. Cela est d'autant plus important à souligner que ce critère se combine toujours à d'autres dans la construction identitaire des individus. Les initiateurs des traites exportatrices, atlantiques, subsahariennes ou océan Indien ont trouvé dans le critère chromatique l'instrument le plus efficace dans la production d'une altérité des captifs, la plus radicale possible. L'usage généralisé de la catégorie raciale se référant à la couleur de la peau a fini par établir une similarité entre les vocables de noir, nègre et soudan, d'une part, et esclave de l'autre, jusqu'à faire oublier que dans la plupart des langues européennes, et pour les mêmes raisons de naturalisation des pratiques esclavagistes, le mot esclave dérive du nom des peuples soumis à ce type de domination, les Slaves. Le vocable de Soudan, issu de la langue arabe, remplit les mêmes fonctions dans la traite transsaharienne. La classification raciale de l'humanité, sa hiérarchisation deviennent systématiques avec l'apogée de la traite atlantique des esclaves au XVIIIe siècle. Elle s'institue comme clé de lecture des sociétés africaines, au point que les groupes de pression les plus anti-esclavagistes de l'Europe des Lumières se l'approprient positivement en se déclarant « société des amis des Noirs ». L'usage atteint son efficacité optimale lorsque les victimes du système esclavagiste en deviennent elles-mêmes les véhicules et le transmettent de génération en génération. Systématisée par les idéologues au service des entreprises européennes initiatrices et principales bénéficiaires de la traite atlantique, cette pigmentation des processus historiques n'a rien d'innocent.
elle constitue une arme idéologique d'une redoutable efficacité dans la légitimation du trafic de millions d'êtres humains. L'usage de ces facteurs phénotypiques permet d'expulser de l'histoire les victimes pour les réduire à l'état de nature dont on peut user et abuser à volonté. À l'occasion, avec le baptême chrétien, on y ajoute une petite dose de sacralisation pour rendre acceptable aux yeux de l'opinion européenne éclairée par les Lumières une pratique dont on ne saurait douter guère de l'inhumanité. Héritière de cette vision naturalisante, une certaine élite européenne éprouve aujourd'hui encore toutes les difficultés à se sortir de cette vision nativiste de l'Afrique qui atteint son apogée à l'époque de la conquête coloniale. Sa reprise par l'intelligentsia africaine, suivant des modalités spécifiques, s'enracine dans un contexte où la volonté d'y échapper ne suffit pas pour l'éradiquer. L'usage banalisé du facteur pigmentaire dans la construction des identités africaines a fini par influencer négativement les lectures historiennes des traites esclavagistes. Il a servi à occulter la pluralité des positions des Africains qui, dans le système de traite, ne furent pas tous également exposés à l'éventualité d'une mise en servitude et d'une vente sur la côte en vue de l'exportation. De même, tous les Africains ne sont pas aujourd'hui également exposés à se retrouver sur les routes du désert ou dans les pirogues qui prennent d'assaut l'océan. Décrypter cette complexité, c'est en même temps établir le lien entre le comportement des élites d'hier comme celle d'aujourd'hui, tout en insistant sur le rôle décisif joué par les besoins de l'accumulation capitaliste au bénéfice de l'Europe dans la traite atlantique des esclaves. L'historien sénégalais Abdoulaye Ly expose en termes crus cette connivence. La satisfaction de l'amour, je le cite, la satisfaction de l'amour du lucre est celle des vices des souverains et chefs locaux, corrompus jusqu'à l'os, comme ceux d'aujourd'hui, par la consommation des tentantes marchandises produites par les manufactures européennes ou acquises sur d'autres marchés exotiques, parties dans la connexion universelle des continents, indignes et cruelles monarchies esclavagistes dont le pouvoir reposait en dernière analyse sur leur coupable relation d'échange avec l'Europe capitaliste. Fin de citation. L'idée selon laquelle ces souverains ne pouvaient faire autrement que de s'impliquer dans la traite est contredite par la résistance acharnée opposée à la prédation esclavagiste de siècle en siècle par les Africains. Il suffit pour s'en convaincre de relire le témoignage d'un militant abolitionniste, Thomas Clarkson, sur Abdul Khadir Khan, l'imam de l'État théocratique du Fouta Toro au Sénégal, issu de la révolution musulmane de 1776, est radicalement opposé à la traite atlantique. Aux souverains, je cite Clarkson, aux souverains d'Europe, le sage et vertueux Almami est un illustre exemple par son extirpation du commerce dans la race humaine. Et quand nous considérons que cet homme aimable a été formé dans un pays d'esclavage, qu'il a eu dans l'imposition d'une telle révolution tous les préjugés de l'éducation et de la coutume à opposer, quand on considère encore qu'il sacrifia une partie de ses revenus, qu'il refusa les présents des Européens et qu'il s'exposa par la suite aux ravages vindicatifs de leurs agents, il est certainement plus digne de respect que tous les souverains de l'Europe, car il a fait un sacrifice beaucoup plus noble qu'eux, et il a fait bien plus pour les causes de l'humanité, la justice, la liberté et la religion. Fin de citation. Ce propos entre en résonance avec le discours du leader du premier mouvement de résistance à la traite, initié par un jeune d'une trentaine d'années, Nasr al-Din, qui défait les pouvoirs prédateurs dans le nord de la Sénégambie. En 1673, il mobilise un discours autour d'un discours radicalement opposé à la traite. Je le cite. Dieu ne permet point aux rois de piller, tuer ni faire captif leur peuple, qu'il les a au contraire donnés pour les maintenir et garder de leurs ennemis. Les peuples n'étant point faits pour les rois, mais les rois pour les peuples. Fin de citation. C'est Louis Moreau de Chambono, le directeur de la Compagnie du Sénégal, partisan actif du commerce des captifs, et particulièrement hostile au mouvement qui nous rapporte ces propos. Le nouveau pouvoir mis en place abolit la traite au cours des 4 années qu'il a duré. Il est vaincu en 1776 par la coalition des États esclavagistes autochtones soutenus par la Compagnie française
ayant le monopole du commerce des captifs dans la région. À la fin du XIXe siècle, la conquête coloniale scelle le sort des régimes militaires, organisateurs autochtones de la traite, qui, par ce fait, avaient perdu toute légitimité populaire. De jeunes leaders, adeptes du soufisme, reprennent alors la tradition de contestation des logiques prédatrices des élites esclavagistes et développent une stratégie de conquête des âmes par l'éducation visant à forger un homme nouveau au sein de nouvelles communautés de la foi hostiles aux jeux politiques mortifères. Ils ont pour nom au Sénégal El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba. Ils organisent des communautés de la foi qui réussissent par l'éducation à contenir l'effet dévastateur du projet culturel colonial de l'époque et aujourd'hui celui que tente d'implanter le radicalisme islamique en Afrique de l'Ouest, de la boucle du Niger aux rives du Sénégal. À lui seul, cet héritage séculaire ne suffira pas à résoudre les problèmes de la migration. Mais lui tourner le dos, c'est nous enfermer dans la culture de prédation à l'origine de la vente aux enchères des humains en terre africaine. Hier comme aujourd'hui, l'éducation s'est révélée le meilleur antidote à la mise en servitude de l'humain. Sur ce terrain, l'école publique a montré toute son efficacité. Et c'est cette école qui a fait du fils du paysan qui vous parle aujourd'hui le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette trajectoire, qui est la mienne, incarne à suffisance ce que cette école peut réaliser en termes d'ascension sociale. Dès lors, un juste retour des choses exige de nous autres qui avons bénéficié hier de ces bienfaits l'engagement militant pour la préservation de son esprit au service du mieux-être du plus grand nombre. Ce faisant, nous contribuerons à faire rêver la jeunesse africaine en un avenir meilleur en Afrique. C'est la condition même de notre montée collective vers plus d'humanité. C'est le sens que j'essaie de donner à ma vie. Je vous remercie.